regardons ce qui se produit si on frappe avec une baguette sur une boule de billard. Pendant qu'on frappe la boule, il y a une force qui est exercée vers l'avant. C'est celle que vous avez ici, qui est la force appliquée par la baguette sur la boule. C'est vraiment cette force-là qui va générer le déplacement de la boule. Et donc, c'est elle qui génère vraiment un travail. Cela dit, il y a deux autres forces qui agissent sur la boule. Il y a son poids, la force gravitationnelle qui agit vers le bas, et la force normale, c'est-à-dire la force exercée par la table sur la boule. La force de support exercée par la table de billard, qui elle agit bien sûr vers le haut. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que le déplacement de la boule, bien sûr, va être horizontal. Donc, les forces mettons si on regarde la force gravitationnelle, elle se trouve à 90 degrés par rapport au déplacement. Si on revient à notre formule ici, cos de 90 degrés, si vous le pitonnez, combien ça donne? 0. Cos de 90 degrés, ça donne 0. Donc la formule va nous donner un travail de 0 joule pour la force gravitationnelle. Parce que cette force-là est à 90 degrés, elle est perpendiculaire au déplacement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la force gravitationnelle n'exerce aucun travail sur la boule? Ben, c'est simple, c'est parce que la force gravitationnelle, elle n'aide pas le mouvement de la boule et elle ne nuit pas au mouvement de la boule. Elle est comme indifférente dans un sens. Donc, quand une force n'aide pas ni ne nuit pas au mouvement d'un objet, le travail de cette force-là va être nul, comme c'est le cas ici pour la force gravitationnelle. Quand je dis elle n'aide pas, ça veut dire qu'elle n'a pas de composante qui va dans le sens du déplacement. Puis quand je dis elle ne nuit pas, je veux dire elle n'a pas de composante qui va dans le sens inverse du déplacement non plus. Comme par exemple, si on a un frottement ici, bien le frottement, lui, irait dans le sens opposé du mouvement. Donc lui, il nuirait au mouvement. Et quand on a une force qui nuit au mouvement, ça va donner un travail négatif. Parce qu'on enlève de l'énergie cinétique à un objet, de l'énergie de mouvement à un objet. Si on vient maintenant à la force normale, ben la force normale, c'est un peu comme la force gravitationnelle, elle est à 90 degrés du déplacement, elle est perpendiculaire au déplacement. Et donc, elle n'aide pas au mouvement, elle ne nuit pas au mouvement, elle est neutre par rapport au mouvement de la boule, donc elle ne génère aucun travail, 0 joule. Donc, si les seules forces qui génèrent un travail, ben, on a la force exercée par la baguette qui serait un travail positif, et on aurait le travail exercé par la force de frottement qui n'est pas représenté ici, là, mais qui générerait un travail négatif puisqu'il viendrait comme enlever de l'énergie de mouvement à la boule. Donc ça, justement, c'est les trois cas de figure. Vous avez la force qui est représentée en violet et le déplacement qui est représenté en rouge. Alors, dans les trois cas, on va supposer un déplacement vers la droite. Premier cas de figure, la force est en oblique, mais la composante de la force qui est parallèle au déplacement va dans le même sens que le déplacement. Donc, si on décompose la force ici, donc je fais un pointillé ici. Donc ça ici, c'est ma force parallèle au déplacement. Je pourrais l'appeler Fx, c'est la composante en x de la force dans le fond. Fait qu'elle aide le déplacement. Donc vous voyez que la force, elle est dans le même sens, sa composante parallèle est dans le même sens que le déplacement. Donc ça, c'est un travail positif, ça aide le déplacement qui est en cours. Ça, c'est le cas neutre. C'est-à-dire que la force, elle n'aide pas le mouvement, elle ne nuit pas au mouvement non plus, elle n'apporte rien dans le fond parce qu'elle est directement perpendiculaire au mouvement. Donc ça, c'est un travail nul, comme on avait pour la force normale ici et la force gravitationnelle. Et en dernier lieu, ça, c'est un travail négatif parce qu'on voit que la composante de la force F qui est parallèle au déplacement, c'est celle-ci que je viens de tracer, elle pointe vers la gauche. Donc, puisqu'elle pointe vers la gauche, ça veut dire qu'elle est de sens opposé à mon déplacement ici qui est vers la droite. Donc, cette force-là, elle nuit au mouvement. Et quand une force nuit au mouvement, elle y apporte un travail négatif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a plus d'une force qui agit sur un objet? Ben, on peut calculer la force totale, le travail total qui agit sur l'objet de deux manières. Soit on trouve d'abord la force résultante, puis on calcule ensuite le travail fait par cette force résultante-là, ça va nous donner le travail total.
Ou encore, on calcule individuellement le travail accompli par chaque force, puis ensuite on les additionne ensemble pour trouver le travail total. Regardons un exemple. Vous avez ici le véhicule utilitaire sport qui est en train de tirer avec une corde un véhicule qui est enlisé dans la boue. Alors, pour le dégager, on a un câble qui va tirer à 38 degrés avec l'horizontale le véhicule enlisé, avec une force constante de 5000 newtons. Le poids du véhicule enlisé est de 14 500 newtons. La friction qui est exercée là, entre la boue et le véhicule, c'est 3000 newtons. Et on va supposer qu'il faut le tirer sur une distance de 10 mètres. Alors, là, ici, et la question, en fait, c'est quel est le travail total effectué sur le véhicule enlisé pour ce déplacement-là. Alors, première chose, on va faire un DCL sur le véhicule enlisé. Donc, on imagine qu'il est ici. Alors, ici, en haut, on a la normale. Ici, on a son poids. Ça, c'est la force de frottement qui nuit au mouvement. Et F1, ça, c'est la force de traction, là, la force avec laquelle la voiture ici tire sur le véhicule enlisé. Ça, c'est F1, qui est à 38 degrés par rapport à l'horizontale. La seule force oblique qu'on a, justement, c'est F1. Fait qu'on l'a tout de suite décomposé, F1X, F1Y. On veut savoir le travail total. Fait que là, ici, on vous montre les deux approches. La première approche, c'est de trouver la force résultante. Et ensuite de ça, qui donne ici 940. Et ensuite, multiplier par la distance de 10 mètres pour trouver 9400 joules. Fait que ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, par contre, est plus simple. Fait que je vais m'attarder sur celle-là. Avec la deuxième méthode, c'est plus simple parce qu'on va pas avoir à traiter comme tel des vecteurs. On va juste aller chercher le travail fait par chaque force individuellement. Fait que si on regarde la première force, on regarde c'est quoi la composante de cette force-là qui est utile, ben c'est F1x. Fait que c'est F1 cos de 38 pour aller chercher la composante adjacente ici. Fait que F1 cos de 38 fois le déplacement de 10 mètres, ça me donne 39 400 joules. Fait que ça, c'est le travail qui est effectué par la corde. Ensuite, le F2, ça c'est le poids. Ben lui, il n'exerce pas de travail parce que, comme on dit, c'est neutre puisqu'il est à 90 degrés par rapport au mouvement. Fait que le travail 2, ça donne 0. Ensuite, le 3, ça c'est le frottement. Fait que le frottement, il a une valeur de 5000 newtons et il est orienté à 180 degrés par rapport au déplacement parce qu'il est opposé, diamétralement opposé. Fait que, imaginez que le déplacement fait vers la droite, c'est comme si le frottement ajustait vers la gauche. Fait que ça, c'est diamétralement opposé, ça veut dire qu'il y a un angle de 180 degrés. Fait qu'on va faire... Fait que quand on va faire cos de 180 degrés, ça va donner moins 1. Fait que ça va donner moins 3000 newtons fois 10 mètres, donc moins 30 000 joules. La quatrième force, c'est la normale. Encore une fois, la normale, elle est neutre. Elle est à 90 degrés, donc ça donne un travail nul pour la normale. Et une fois qu'on a ça, il reste juste à additionner tous les travaux. Ça veut dire le travail de la première force, le travail de la deuxième force, le travail de la troisième force et le travail de la quatrième force. On additionne ces quatre nombres-là ensemble, en tenant compte de leur signe. Donc, exemple, le moins 30 000, on le garde moins. On ne le met pas en valeur absolue. Okay? On le garde moins. Fait que ça va faire 39 400 plus 0, moins 30 000, plus 0. Ça va donner 9 400 joules. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le travail net qui est exercé sur la voiture, le travail total qui est exercé sur la voiture. Donc, ce qu'on décode de ça, c'est que en fait, le véhicule qui tire, le VUS qui est là, il travaille beaucoup plus que 9400 joules. En fait, il fait 39 400 joules d'effort, si vous voulez, de travail pour sortir l'autre véhicule de son enlisement. Mais il y a un gros frottement là, qui est dû justement à l'enlisement du véhicule dans la boue, qui fait en sorte que ce frottement-là, il vient dissiper 30 000 joules d'énergie. Fait qu'il y a comme 30 000 qui est perdu là, par le frottement. Et donc, au final, et les deux autres forces, là, qui est le poids et la normale, eux autres, ils ne contribuent pas. Fait qu'au final, il reste juste un 9400 joules là, qui reste pour sortir
c'est-à-dire qu'il va être transféré au véhicule. Et ce travail-là, en fait, ce qu'il va avoir pour effet, c'est de donner une vitesse au véhicule enlisé. C'est-à-dire, ça va lui permettre de l'accélérer, de lui donner l'énergie cinétique. Donc, ce 9400 joules-là, il va se convertir en énergie cinétique. On va y revenir dans le prochain chapitre, mais l'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement.